François Morin, je suis vraiment. J'hésitais à te vouvoyer ou à te tutoyer, donc je choisis de te tutoyer parce qu'on s'est rencontrés. Moi, j'étais rencontré par un livre qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelait L'Hydre mondial, que tu as écrit. C'est en 2017, non? Je ne me trompe pas. 2015, oui. 2015. En 2017, il y a eu un traité d'économie politique. Alors que j'ai plus parcouru que lu parce qu'il est très savant. En même temps, je sais que tu fais beaucoup d'efforts de pédagogie, mais c'est un bouquin, enfin, je pioche dedans des choses et tout. C'est un bouquin vraiment intéressant, mais qui est plus destiné peut-être à un public d'étudiants ou de gens déjà aguerris à ces questions d'économie. Et puis alors, j'ai dévoré, et c'est pour ça que je t'invite, j'ai dévoré ce livre Quand la gauche essayait encore, qui vient de sortir, enfin qui est sorti au moment du confinement. Tu n'as pas eu beaucoup de chance. Et je voulais Un te... peu avant le confinement. Un peu Ouais, avant le confinement. Il est sorti le 6 février dernier, oui. ouais. Et quand je l'ai lu, au début, je me suis dit, bon, il revient sur des vieux trucs de 81. Et j'ai commencé à lire et ça se lit comme un... C'est un peu galvaudé, mais ça se lit un peu comme un polar. Et c'est vraiment intéressant parce que tu étais aux premières loges et tu racontes les nationalisations, la bataille à l'intérieur de l'État, déjà la guerre fratricide entre, disons, une gauche radicale et une gauche molle. Et puis, on a l'impression que tout s'est joué enfin, il y a beaucoup de choses se sont jouées dans ces moments-là. Et, euh, et, et, euh, et comment dire, et le livre est vraiment intéressant parce que il nous dit beaucoup de choses sur ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on parle assez librement, comme on le fait dans des émissions, de ça, de ce livre-là. Mais avant qu'on puisse, j'ai envie vraiment de connaître ton opinion sur tout ce qu'on vit en ce moment. En termes tu vois, les gilets jaunes, le mouvement contre les retraites, l'ISF, enfin. Alors, pour te présenter, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Tu es un économiste, un professeur d'économie, un universitaire reconnu et connu. Tu n'es plus en activité à l'université, mais tu écris des livres. Et d'ailleurs, ma première question, euh, tu as un éditeur canadien, donc qui est très bon d'ailleurs, qui est très connu au Québec, qui s'appelle Lux. Et pourquoi tu n'es pas édité par un éditeur français? Écoute, j'étais édité précédemment par Calman Levy et Le Seuil. Et puis, en 2013, puisque j'ai commencé à être publié par Lux en 2013, j'ai été contacté par cette maison d'édition, qui est une maison en fait de très très jeune, de jeunes éditeurs, une équipe formidable et qui publie des bouquins absolument, je trouve, passionnants, des bouquins qui font réfléchir, des bouquins d'actualité. Et ils ont su me convaincre en 2013 d'être publié chez eux. Et le dernier bouquin que tu as eu entre les mains, c'est le quatrième que je publie chez eux. Et je suis absolument ravi de cette maison d'édition qui a une antenne très forte en France, hein, qui publie beaucoup d'ouvrages Oui, je sais. d'auteurs français. Ouais. Mais Voilà, donc je suis fidèle maintenant à cette maison d'édition. c'est très bien édité. Les bouquins sont assez beaux. Enfin, ça, et, euh, non, mais voilà, je me suis demandé pourquoi. Et en plus, j'ai vu sur Internet, en regardant des vidéos, que tu allais aussi au Canada pour les présenter, en À fait. chaque fois, ils m'ont invité pour faire des conférences et des interventions dans des centres de recherche canadiens. Oui, à chaque Ouais. fois que j'ai publié un ouvrage chez eux, j'ai eu cette invitation. Alors, la définition, enfin, je ne sais pas comment on peut définir un économiste, mais est-ce que si je dis qu'un économiste, c'est quelqu'un qui doit être capable de prévoir de prévoir les crises financières, est-ce que c'est, ou de prévoir les crises, est-ce que c'est ça, pas, pas totalement, mais est-ce que ça peut être ça un économiste? Ça devrait peut-être être cela. Maintenant, tu sais, en matière de prévision économique, il faut être très prudent. On peut repérer des cycles financiers, on peut repérer sur la longue période des grands cycles. Euh, Moi, depuis l'avènement du néolibéralisme, je pense que nous sommes dans le quatrième cycle financier, des cycles qui ont à peu près une durée de 12 ans.
Rappelle-toi, la dernière crise financière, c'était 2007-2008. On arrive à la période de 12 ans et il ne serait pas impossible que cette année ou l'année prochaine, on ait une nouvelle crise financière majeure. On en a eu 3 précédemment. La première, c'était en 1987, avec le krach obligataire à l'époque. Ensuite, on a eu la crise asiatique. C'était 1900, que je dise pas de bêtises, 96-97, qui a eu des prolongements du reste assez nombreux à l'échelle mondiale. Ensuite, 2007-2008. Le subprime, ouais. Voilà, la crise des subprimes. Et puis, on a eu une mini-crise financière avec le Covid à la mi-mars. Il y a eu une chute des bourses de 30 à 40%, mais qui, et ça on peut l'expliquer, s'est terminé assez rapidement puisque les bourses ont retrouvé presque leur niveau d'avant. Mais je crois que c'était une mini-crise, mais me semble-t-il, on doit se préparer maintenant à une nouvelle crise financière majeure. Et du reste, pas plus tard qu'il y a quelques jours, Christine Lagarde mettait en garde les banques sur leur fragilité et leur demandait de ne pas verser de dividendes pour se préparer à la prochaine crise financière. Ouais, Donc, hmm. voilà. Donc, pour répondre à ta question, c'est évidemment difficile. Je ne peux pas dire que la crise va avoir lieu en septembre, octobre, novembre prochain ou l'année prochaine. C'est impossible, mais la situation est suffisamment grave d'un point de vue économique pour dire que probablement les banques vont être atteintes à leur tour, déclenchant une crise à ce moment-là, je pense, majeure sur le plan financier, avec toutes les conséquences naturellement ensuite sur le plan économique, sur le plan social et probablement sur le plan politique. Non, mais ce que tu dis, et je le rejoins assez pour être assez connecté et m'intéresser à la presse financière, est assez inquiétant parce que ça se double de la crise sociale qu'on va avoir en France à la rentrée, qui est quasi inévitable, surtout compte tenu des réformes, de l'assurance chômage, de la précarité. Enfin, et alors, on va nous traiter de catastrophistes, on va dire on ne s'est pas concerté avant, mais moi, je suis très inquiet. Enfin, c'est-à-dire, je me dis que je vois pas comment on évitera cette catastrophe majeure dont tu parles. Parce que, comment dire, au moment des, enfin, tu vas peut-être trouver ça naïf ce que je dis, mais au moment des subprimes, les États avaient les moyens de recapitaliser les banques, de prêter de l'argent, de fabriquer du crédit, etc. L'argent on peut dire que c'était de l'argent virtuel, mais il était cautionné par des biens, des choses comme ça, quoi. Aujourd'hui, les États les finances des États sont exsangues, quoi. Et donc, c'est pas sur Mars qu'on va aller chercher des fonds pour si une autre crise apparaît, non? Oui, c'est vrai que les États sont surendettés, mais aussi le secteur privé Ouais. est surendetté, et même plus que les États, d'une façon générale. À l'échelle mondiale, les dettes privées sont encore plus importantes et galopent plus vite, si je puis dire, que les dettes publiques. Alors, les dettes publiques, évidemment, aujourd'hui, s'accroissent énormément. Elles sont financées essentiellement, ces dettes, par le recours au marché financier. Tant que les marchés financiers acceptent d'acheter les titres d'État, bon, ça tient, mais les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, on le sait bien. Donc, il y a cette dette publique, c'est comme une grosse boule de neige qui roule et qui roule pour devenir de plus en plus grosse. C'est ce que font les États, ils font rouler leurs dettes. Mais il y a un moment où ça va exploser. Donc, Alors, il y aura probablement un signal qui sera donné par peut-être une banque qui fera faillite ou par des grandes entreprises qui seront en grande difficulté. Et à ce moment-là, on aura une nouvelle crise financière majeure, parce que évidemment, ça ne peut pas durer. D'un côté, il y a encore quelques mois, on nous disait qu'il n'y avait plus d'argent public pour financer quoi que ce soit, il fallait serrer les boulons partout. Et Macron nous annonce qu'il a mis sur la table 500 milliards. Donc on voit la contradiction
majeur. Et évidemment, il a fallu trouver cet argent pour financer la crise actuelle. Où trouve-t-on cet argent? On la trouve sur les marchés financiers, mais il est clair que cet argent n'est pas infini. Il y a un moment où les gens qui ont de l'argent vont se dire ce n'est plus possible. Et à ce moment-là, il y aura un retournement catastrophique des marchés. Et à ce moment-là, on paiera tous la crise. Ouais. On le voit d'ailleurs avec un des indices qui est quand même assez intéressant, c'est le cours de l'or, quoi, qui a jamais été aussi Ah haut. oui, C'est bon, assez troublant et vraiment dans les jours précédents. Enfin, oui. euh, Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux, là, il y a un train qui passe, je ne sais pas si tu l'entends. Non, vaguement. vaguement. Donc, je continue Tu es sur où? Tu l'or. es à Agen, là, ou à Toulouse? Oui, je suis à Agen. D'accord. C'est une maison de campagne à côté d'Agen. Les banques centrales déversent énormément de liquidités justement pour permettre aux banques et aux marchés financiers de racheter les dettes. Hein. Donc la Banque centrale rachète énormément de dettes. Bon, ça permet de maintenir effectivement les financements nécessaires et les 500 milliards dont on parle. Mais cet argent, elle va pour l'essentiel, hein, l'argent des banques centrales va sur les banques. Et les banques, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont frileuses. Et il n'y a que deux endroits où elles peuvent gagner un peu d'argent. C'est sur le marché immobilier. Donc le marché immobilier explose. Hein. On a toujours des marchés immobiliers où il y a des bulles extraordinaires. Il y a l'or, bien sûr, mais aussi le marché action. Les actions, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on retrouve à peu près leur cours normal grâce aux liquidités des banques centrales. Mais là, ça ne va pas durer, évidemment, puisque les entreprises souffrent. Les entreprises, aujourd'hui, sont, pour la plupart d'entre elles, en grande difficulté. Certaines font faillite. Donc, on voit bien qu'on est dans une fuite en avant, je dirais, qui est amorcée par les banques centrales. On parlera, Voilà. j'aimerais qu'on parle un peu des bitcoins et des crypto-monnaies, mais c'est peut-être un peu Ouais. compliqué. Ou tu veux faire Parce que j'ai l'impression qu'il y a des investissements en ce moment, que le bitcoin grimpe, quoi. Enfin, il fluctue, mais que ça devient presque une valeur refuge pour un Oui. certain nombre d'acteurs financiers. Je me trompe Oui, ou... alors le Bitcoin, c'est évidemment une quasi-monnaie, c'est pas vraiment une monnaie, puisque son émission est complètement contrôlée à l'avance. Il n'y a plus de création monétaire hein, du côté du Bitcoin pratiquement. Donc c'est une monnaie qui permet deux choses, la spéculation, puisque le Bitcoin peut s'échanger contre un certain nombre de devises et que ses cours varient en fonction d'une offre et d'une demande la concernant. Donc c'est une monnaie, une quasi-monnaie extraordinairement spéculative. Si on pense que ça va monter, il faut en acheter. Si on pense que ça va baisser, eh bien, il faut jouer, comme on dit avant, faire de la vente à découvert. Et deuxièmement, ça permet surtout des transactions anonymes. Donc ça permet tous les trafics qu'on peut imaginer à l'échelle internationale. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas trop se fier au Bitcoin comme monnaie traditionnelle. C'est une quasi-monnaie spéculative qui permet tous les trafics. Voilà mon Toi, analyse. tu ne penses pas que l'avenir à moyen terme, quand je dis moyen terme, c'est dans une dizaine ou une quinzaine d'années, est aux crypto-monnaies que Non, la technique peut être utile, mais si tu veux, je crois que ce ne sont pas des monnaies dans lesquelles on puisse avoir vraiment confiance, Non, mais je parce sais, qu'elles permettent des il y a trafics. un débat là-dessus. Ah Moi, bah oui, non, bon là là, je sais, avec tous ceux qui sont proches des thèses anarchistes, ouais. où la défiance vis-à-vis des États est maximale. Donc les crypto-monnaies, pour eux, c'est vraiment des monnaies d'avenir. Hein. Mais Non, je crois que de l'avenir, si tu me permets, de l'avenir, on en a tellement peu quand on regarde la situation actuelle et quand on évoque ce qu'on est en train d'évoquer que c'est une piste, quoi. Que c'est une piste. En tout cas, moi, je la trouve, mais je suis pas du tout un spécialiste, hein, mais je la trouve, enfin, je veux dire, dans le désert qu'il y a devant nous et dans les catastrophes qui peuvent arriver, je trouve que il y a peut-être une lueur d'espoir de ce côté-là, mais je suis oui, pas. mais
Je Oui, suis peut-être naïf en disant ça. je comprends le raisonnement, si tu veux, parce que il est partagé par beaucoup de monde. Les crypto-monnaies de type Bitcoin, c'est fondamentalement une monnaie qui se gère indépendamment des États. Mm. Mais il faut bien voir que euh, elle ne peut exister que parce qu'il y a d'autres devises qui existent et qu'on peut échanger cette Oui. crypto-monnaie dans d'autres devises. Mm. Et ces devises-là, je pense à l'euro, au dollar, au yen, ou la livre sterling, c'est des monnaies, disons, peut-être un tout petit peu plus stables que les crypto-monnaies dont tu parles. Mm. Voilà, alors, non, je crois que. Alors, je rejoins des thèses que j'ai développées dans mes ouvrages, et puis ça rejoint des thèses qui sont bien débattues sur la monnaie. La monnaie, c'est quelque chose évidemment de très important. Ce qui est intéressant avec la monnaie aujourd'hui, c'est qu'elle n'est créée, je parle des grandes devises, que lorsqu'il y a du crédit. Mm. La création monétaire est liée au fait que les banques, et elles seules, peuvent faire du crédit. Et quand il y a du crédit de la part d'une institution bancaire, il y a création monétaire. La création monétaire est très liée à la distribution du crédit. Et les autres institutions financières ne créent pas de monnaie. Mm. La monnaie. C'est pour ça que les banques sont très surveillées, que ce sont des institutions extraordinairement sensibles d'un point de vue économique et politique. Elles seules peuvent créer aujourd'hui la monnaie, les banques et les banques centrales. Donc, il faut bien voir que cette création monétaire est liée à la distribution du crédit. Mm. Donc, qui contrôle la distribution du crédit? Ce sont les banques. On peut se demander si c'est normal que ce soit des acteurs privés ou indépendants des États comme les banques centrales. Ouais. Les banques centrales sont indépendantes. Bon. Je crois que tu fais Seules le ces rapport. institutions. Le rapport, Alors, c'est 90-10, non? Il y a oui, c'est 90 à les peu banques près privées, ça. C'est à 10. peu près 90% par les banques privées, 10% par les banques centrales. Mais les banques centrales, comme tu le sais, sont, Oui. avec le néolibéralisme actuel, c'est une des grandes idées de la période où cette pensée s'exprime. Les banques centrales sont indépendantes des États. Personne ne peut donner d'instruction aujourd'hui à Christine Lagarde sur la façon dont elle conduit la politique monétaire et la création monétaire liée à cette institution. Elle va créer, là, dans les prochains mois, plus de 1600 milliards d'euros Mm. euh, par la seule décision de son conseil, qui est indépendant des États. Et les banques privées créent également de la monnaie quand elles distribuent cet argent aux ménages, aux entreprises, ou quand elles interviennent sur les marchés financiers, comme elles le font essentiellement aujourd'hui. Moi, la question que je pose dans mes ouvrages, avec d'autres, je ne suis pas le seul, c'est est-ce qu'il est normal que la distribution du crédit, qui finance l'activité économique normalement, est-ce que c'est normal que ça soit aux mains et donc à la seule décision d'acteurs privés ou indépendants Alors, des États? La, la- Voilà, la ré- la réponse est dans la question, parce que évidemment, je partage évidemment. tes inquiétudes et c'est évidemment non. Et on va y venir parce que on voit bien que tout s'est joué, enfin en tout cas en France, mais même le débat qui a traversé la gauche entre 81 et 83, ces questions-là C'est ça. étaient très prégnantes et très fortes. Mais je voudrais revenir sur ce que tu dis, parce que sur cette crise systémique qui risque d'arriver. D'abord, je pense à une chose, je voudrais te poser une question parce que, qui est liée à ça, à la dette. J'ai relevé, parce que je m'intéresse beaucoup à BlackRock et je suis en train d'écrire autour de ça, et j'ai relevé qu'au sortir, enfin au sortir, qu'il y a à peu près un mois et demi de ça, la Fédérale Réserve américaine a officialisé le fait que BlackRock, donc qui est un fonds, enfin qui est un fonds américain dirigé par Larry Fink, etc., avait sauvé l'économie américaine. C'est comme ça que c'était en ces termes que ça avait été expliqué, puisque ce fonds américain avait prêté 8 000 milliards de dollars pour soutenir l'économie américaine. On est Ouais. dans un paradoxe, une folie. Enfin, comment tu analyses, comment tu expliques et quelle est l'inquiétude derrière, enfin, qu'on peut avoir derrière tout ça? Alors, BlackRock, c'est le principal investisseur institutionnel américain aujourd'hui. Comme tu dis,
ces engagements sur les marchés financiers sont de l'ordre que tu as indiqué, 8 000 milliards de dollars. Ce sont ces investissements en actions, en obligations et dans des produits financiers autres, notamment les produits financiers dérivés. C'est donc c'est le montant de ces interventions, 8 000 milliards de dollars. Alors, l'argent de BlackRock, qui vient essentiellement de l'épargne retraite américaine. Hein. Il faut savoir que ces grands investisseurs institutionnels américains trouvent leurs ressources, pour l'essentiel, dans ce qu'on appelle les pensions américaines, dans les fonds de pension américains. Ils gèrent des fonds de pension qui viennent de l'épargne des Américains. Donc, voilà pour les ressources. Ensuite, évidemment, ce sont des grands investisseurs qui peuvent, par leur action, soutenir les cours de bourse ou soutenir des cours obligataires, qui fait que, au bout du compte, les taux d'intérêt, grâce à ces interventions, ne sont pas trop élevés. Voilà, donc il n'y a pas que BlackRock, il y a d'autres investisseurs. Non, mais sur un tel montant, je veux dire, mais parce que ça a été présenté comme tel. En fait, c'est pas de l'argent qui prêtent ou qui virent, c'est simplement ils sont cautions. C'est-à-dire que si l'économie américaine s'effondre, BlackRock s'effondre. Et si BlackRock s'effondre, les retraités perdent toutes leurs économies. Oui, donc il y a une sorte de jeu de dupes et d'équilibre absolument fragile dans cette annonce. Oui, oui. Non, je crois que c'est parce que cet investisseur gère des montants considérables que l'on peut s'appuyer sur lui pour dire que c'est un acteur majeur de l'économie américaine. Voilà, quand on regarde les fonds qui sont investis dans les bourses américaines, on est sur des ordres de grandeur. Alors pour le marché action, c'est 30 000 milliards, tu vois, à peu près autant sur un peu plus pour le marché obligataire. Donc tu vois, 8 000 milliards, c'est quand même considérable. Ouais, ben c'est pour ça que… Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut soigner ce type de… et montrer sans doute de la part des autorités à quel point il faut faire confiance, il faut souligner l'action positive. Mais c'est-à-dire qu'il y a un type comme Larry Fink, qui est le patron de BlackRock, le patron. Et finalement plus puissant, enfin le terme de puissant, il faudrait qu'on l'explicite, mais tu vois ce que je veux dire, a plus de pouvoir ou d'influence sur les affaires du monde que la patronne de la Fed américaine, et d'ailleurs, petite parenthèse qui nous ramène à la France, sur les retraites, il a été reçu à l'Élysée en grande pompe, tu l'as vu, et il a exercé une certaine influence sur Macron et sur son gouvernement, parce que c'est une machine dévorante, BlackRock. Et pour exister, ils ont besoin de grossir et d'aller où est l'argent, quoi. Et donc, ils s'insinuent, enfin, ils rentrent à peu près partout. Et en France, l'argent, ils en trouvent chez les cadres supérieurs qui ont des retraites. C'est comme ça que ça travaille, quoi. Donc, c'est là où on… Mais pour compléter ce que tu viens de dire, par rapport à la Banque centrale américaine et la puissance de BlackRock, le total de bilan de la Banque centrale américaine, c'est de l'ordre de 5 000 milliards de dollars. BlackRock, c'est 8 000. Ouais. Tu vois, bon, tu vois. Et la Banque centrale européenne, aujourd'hui, c'est un peu plus de 5 000 milliards. C'est à peu près l'équivalent de la Fédérale Réserve. Voilà, tu vois. Donc, effectivement, on est dans des ordres de grandeur où, maintenant aussi, si tu veux, quand tu regardes les banques, et notamment les banques françaises, là aussi, tu as affaire à des puissances absolument considérables. Surtout BNP Paribas. BNP Paribas, oui, puisque tu en parles, c'est aujourd'hui à 2300 milliards d'euros de total de bilan. 2300, c'est quand même des sommes absolument gigantesques. Et quand tu prends les 4 banques françaises, on doit être pas loin de 6 ou 7 000 milliards. Tu vois, les 4 banques françaises, c'est à peu près, en termes de puissance financière, l'équivalent de BlackRock. Tu vois. Si tu prends les 4 grandes, c'est-à-dire BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et BPCE, ensemble,
leur puissance de frappe est équivalente, mais ce sont des banques. C'est-à-dire que les banques ont un pouvoir supplémentaire par rapport à BlackRock. Encore une fois, c'est de créer de la monnaie. Oui, mais BlackRock a un pouvoir supplémentaire par rapport aux banques, c'est qu'ils ne sont pas contrôlés autant que les banques, puisqu'ils n'ont pas le Ah, c'est statut de vrai, banque. c'est Ils vrai, font à peu près ce qu'ils veulent, quoi, ce qui est quand même assez c'est vrai, délirant enfin c'est bon, vrai, tu as raison. c'est un sujet qui me passionne en ce moment, comme m'ont passionné à un moment les chambres de compensation, comme tu le sais, parce que Oui, ah les, les, ben, les, ton ouvrage, oui. ouais, comment dire, les masses financières sont tellement considérables et l'influence que Ouais. ça a sur les États sont tellement grandes qu'on est complètement dominé par ces endroits-là, quoi. Et ces endroits-là, enfin, ces organismes-là, et moi, ça a été un de mes combats, mais maintenant, je pense qu'il faut absolument pouvoir les contrôler, ou en tout cas, s'informer comment dire, s'informer de l'information financière, des flux financiers à l'intérieur de ces organismes. Et en fait, les chambres de compensation sont aujourd'hui privées aussi. Donc, on est dans un Ouais. monde, et c'est pour ça qu'on est en train de petit à petit sombrer, quoi. Enfin, c'est une analyse un peu facile, mais je voudrais d'ailleurs, ça me permet de rebondir et de te poser la question. Quand on s'était vu, on a toujours cet entretien. Je fais toujours je t'avais interviewé pour mon film La Très Grande Évasion que je fais avec Yannick Kergoat, et on est beaucoup rentré on l'a terminé, enfin on est en train de le monter là en ce moment, et il y a de l'entretien qu'on avait fait, moi qui m'avait beaucoup marqué parce que je venais de lire ton livre. Ouais. Tu étais le premier, en tout cas d'une manière aussi pédagogique, explicite et inquiétante, à décrire l'interconnectivité entre les banques systémiques. Il y en avait 28 de mémoire au moment où tu écrivais ton livre, mais déjà les banques chinoises étaient venues se greffer. Quand on s'était vu il y a 2 ans ou un an et demi pour l'entretien, il y avait déjà 31 banques systémiques et tu étais déjà très inquiet et tu me disais, parce que je te cuisinais un peu en disant, mais il y avait des banques italiennes, il y avait la Deutsche Bank qui était très très mal, et tu me disais, à l'époque, tu m'as dit, ça va pas pouvoir tenir. Et moi, je te disais, mais combien de temps tu penses? Et je t'ai emmerdé avec cette question. Et à un moment, tu m'as dit 5 ans, 10 ans maximum, mais ça va venir. Et là, est-ce que tout ce qu'on vit depuis quelque temps te donne assez raison? Et quel diagnostic, avec ton expérience et ton regard, tu portes sur l'état de solidité de ces banques? Parce que elles sont toujours d'ailleurs 31, ces banques, ou est-ce que Bon, d'autres elles banques? sont, depuis fin 2019, elles sont 30 maintenant. Il y en a une Mais qui a été. il y a maintenant 4 banques chinoises parmi les Ouais, 30. Je ouais. pourrais t'envoyer la liste, je vais t'envoyer la liste Bah, de ces banques volontiers. systémiques. Tu pourras l'afficher pendant l'interview. Il y a toujours 8 banques américaines, 4 banques systémiques. Il y a un certain nombre de banques évidemment européennes. La Grande-Bretagne a perdu une de ses banques systémiques dans l'affaire, La mais Barclays? la France a toujours 4 banques systémiques. Mm. Et puis, il y a une banque espagnole, une banque italienne, il y a 2 banques suisses. Voilà, Mm. ça c'est le. Tu peux définir ce que c'est qu'une banque systémique pour les gens qui ne Alors, connaissent pas? oui, bien sûr, la banque systémique a été définie par le Conseil de stabilité financière en novembre 2011, suite à la crise. Ce sont des banques suffisamment de grande dimension, suffisamment puissantes pour que la chute de l'une d'entre elles puisse entraîner un cataclysme mondial. Voilà, donc ça a été la définition. Alors, il y a évidemment plusieurs critères pour définir ce qu'est une banque systémique, mais il faut savoir que au moment où, en 2000, en 2011 et 2012, on a commencé à parler des banques systémiques, il y avait à l'époque quand même 40 000 banques dans le monde. Mais voilà, il y en a seulement aujourd'hui 30 qui ont en quelque sorte cette capacité redoutable de pouvoir provoquer une crise majeure si simplement l'une d'entre elles fait défaut. D'où est venue cette idée de dénommer certaines banques les plus puissantes de banques systémiques de la chute, évidemment, De Lehman. de Lehman Brothers le 15 août 2008. Mm. On a bien vu que ça a été un facteur déclenchant supplémentaire de la crise financière à l'époque. Voilà ce que c'est qu'une banque systémique. Et là, comment a évolué la situation
depuis que tu as écrit ton livre, Livre mondial, Ben, au niveau de la santé de ces banques? Est-ce qu'il y a de grandes fragilités qu'on peut repérer aujourd'hui? Comment va la Deutsche Bank? Comment va, je crois que l'italienne, c'est Intesa, non? Enfin, elle ne s'appelle plus Intesa, mais c'était une Unicredit, non, oui, c'est Unicredit. ça, Unicredit. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a comment s'opère le contrôle entre ces différentes Bon, banques? alors, si tu veux, c'est vrai que depuis 2011-2012, mais ça, je l'avais décrit dans le précédent ouvrage, il y a eu un renforcement de ce qu'on appelle la régulation prudentielle de ces banques. On a exigé d'elles, surtout depuis la crise des dettes souveraines en 2012-2013, on a exigé d'elles qu'elles renforcent leurs fonds propres en vue d'une éventuelle crise financière. Ce qu'on observe en fait, surtout depuis l'arrivée de Trump au pouvoir dans le monde anglo-saxon, c'est de nouveau une dérégulation financière, c'est-à-dire qu'on les laisse à peu près faire ce qu'elles veulent maintenant. C'est-à-dire que les exigences en matière de fonds propres ont été assouplies un peu partout, et il faut savoir que les banquiers sont très forts pour justement, grâce à leur lobby, d'obtenir un certain nombre d'assouplissements de la réglementation qui normalement aurait dû s'imposer à elle avec les règlements BAL 3 aujourd'hui en cours. On est dans une phase plutôt d'assouplissement de la Mais régulation. donc, on peut être inquiet, quoi. Ben oui, parce que en fait, qu'est-ce que ça veut dire, l'assouplissement? Ça veut dire que, ben ça, c'est pas facile à comprendre, mais les banques sont les seules entreprises, si je puis dire, à avoir des effets de levier considérables dans leur activité. C'est-à-dire que pour un montant de fonds propres, mettons de 1, 100 millions ou 1 milliard, comme tu veux, mais de 1, théoriquement, elles devraient pouvoir faire des engagements à hauteur de 8, à peu près. Hein. C'est-à-dire créer de la monnaie, distribuer du crédit 8 fois plus que que le montant de leurs fonds propres. Bon. Pendant la crise, la crise de 2007-2008, ce rapport est devenu de 1 à 30. Ouais. C'est-à-dire qu'elles ont... Bon. Et alors pourquoi elles ont tendance à vouloir jouer sur cet effet de levier? Parce que les profits rapportés par cette activité qui devient de plus en plus grosse, ces profits vont au 1, tu comprends, de fonds propres. C'est là où se trouvent les actionnaires. Donc, quand tu limites leur activité à 8, ben, les profits pour 8 ben, vont être beaucoup moins importants que si tu fais 30 d'activité. Tu comprends? Donc, elles ont tendance à vouloir en permanence Grossir. échapper à ce ratio de fonds propres de 1 à 8. Voilà. Et donc, le lobby bancaire n'a qu'une idée en tête, c'est de faire davantage d'activités pour permettre de servir les actionnaires davantage. Voilà, c'est très simple. Oui, je comprends assez bien. Quelle influence peut avoir le Covid sur donc les activités économiques sont très ralenties Ah oui, dans tous les donc pays. Et- ça veut dire que les créances douteuses augmentent dans le portefeuille des banques. Tu comprends ça, hein, Est-ce puisque que tu peux l'expliquer? Oui, je ah comprends un ben, peu. non, mais écoute, tu sais très bien que le chômage explose. Pourquoi? Parce qu'il y a des faillites, Mm, parce qu'il y a des entreprises qui vont mal. Ces entreprises, elles étaient débitrices par rapport à certaines banques. mm, Quand on dit débiteur d'un côté, il y a des créanciers de l'autre. Les créanciers, ce sont les banques. mm. Donc, à partir du moment où tu as des faillites qui se multiplient, les créances que détiennent les banques sur ces entreprises qui sont en difficulté ou qui disparaissent deviennent douteuses, deviennent irrecouvrables. Mm. Donc, ça met en péril l'activité des banques. Bien sûr. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que quand on a commencé cet entretien, tu étais très inquiet et que tu te Oui, dis que ça va pas tenir, quoi. Parce qu'à un ça ne va moment pas donné, tenir. l'une d'elles va craquer. Est-ce que tu as déjà des indices sur où ça peut se passer, aux États-Unis, en Europe, Alors, pour l'instant, ça tient parce que, encore une fois, les banques centrales injectent énormément de liquidités, mais on voit bien que les banquiers centraux sont très inquiets. Et c'est la raison pour laquelle, là, il y a quelques semaines, et encore il y a quelques jours, nous sommes en juillet, hein, pendant notre entretien, il y a quelques jours, Christine Lagarde a dit pas de versement de dividendes en 2020 de la part des banques. ouais. Pas de versement de dividendes.
Tout ça pour muscler les fonds propres des banques. C'est un indice absolument évident de la difficulté devant laquelle risquent de se trouver de plus en plus les banques, et notamment les banques systémiques. Mais les informations que j'avais, mais peut-être elles sont erronées, et en tout cas l'année dernière, la banque qui était dans une grande zone de turbulence et qui l'est depuis quelques années était la Deutsche Bank. La Deutsche Bank, oui. Et est-ce C'est toujours le cas. Comment? C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. La grande banque européenne malade aujourd'hui. Oui, toujours, oui. Ouais. Donc en Europe, c'est elle plus que BNP Paribas ou que les Anglais Oui, qu'il faut regarder, quoi. c'est clair. Et c'est vrai que si une banque comme elle s'effondre, ça y est, on y est. C'est un cataclysme mondial. Et d'ailleurs, ce cataclysme, pour que les gens comprennent, ça veut dire, contrairement à 2008 où Lehman, bon, ça a été le choc a retenti partout dans le monde, mais les États ont été assez solides. Là, ça signifierait quoi? Ça signifierait que du jour au lendemain, d'une part, les banques enfin, je sais pas, hein, je te pose la question, hein, pour se refinancer, pour essayer d'amortir cette immense faillite d'une des leurs, iraient prendre les économies d'assurance vie ou des comptes épargne, des choses comme ça, des gens. Et puis, ça peut mettre encore plus grave. Ça veut dire que d'autres banques arriveraient en faillite et que on se connecterait sur nos comptes et on trouverait plus rien, quoi. C'est ça, Ça peut être. Là, tu décris un scénario possible. Oui. Du reste, bon, on connaît le scénario des crises financières. Hein. Depuis plusieurs décennies, on voit à chaque fois qu'il y a une crise, comment ça se passe. La première chose qui se passe, c'est d'abord la méfiance si une grande banque systémique fait défaut, la méfiance de la part des banquiers entre eux. Ils ne se prêtent plus d'argent parce que tous les jours, les banques se prêtent de l'argent pour solder leurs comptes, soit de façon, quand les comptes sont négatifs, eh bien, les banques font appel à d'autres banques, celles qui sont en excédent, pour combler leur déficit. Bon, mais à partir du moment où il y a une grande banque qui fait défaut, à ce moment-là, tout le monde panique dans le monde bancaire et ce qu'on appelle le crédit interbancaire s'arrête immédiatement. Mais en même temps que s'arrête le crédit interbancaire, s'arrête le crédit tout court. C'est-à-dire que les grandes banques serrent les fesses et n'osent plus faire de crédit même à des entreprises parce que anticipant la crise économique à venir. Donc le crédit se raréfie, donc la crise économique évidemment survient avec le cortège de chômage qui s'ensuit. Donc le scénario, on le connaît assez bien. Le problème aujourd'hui, et tu viens de le dire, c'est que les sommes en question sont absolument considérables. Et pour rétablir une situation financière et rétablir la confiance, il faut bloquer les comptes. Il faut d'abord, alors, disons que pour les banques qui seraient en difficulté, il faut faire payer. Alors ça, c'est le système de régulation prudentielle qui a été mis en place. On dit, il ne faut plus faire appel aux contribuables. Ça a été le cas en 2007-2008. Il ne faut plus faire appel aux contribuables, donc on va faire appel d'abord aux actionnaires. Très bien, donc eux, ils vont morfler un maximum, les actionnaires des banques. Ensuite, à ceux qui détiennent des obligations. Alors là, on commence à toucher les assurances vie. Et puis après, on dit à tous ceux qui ont des dépôts supérieurs à 100 000 euros, ils vont morfler. On leur pique leur argent. Mais ça, c'est dans les... Et puis après, bah, c'est évidemment, après, si on ne veut pas toucher à ceux qui ont de l'épargne en dessous de 100 000 euros, bah, ça sera les États, forcément, qui vont, si on veut sauver un minimum de banques, sinon elles sont en faillite, et à ce moment-là, même les déposants trinquent. Alors, donc, on est dans des scénarios absolument inquiétants et qui risquent malheureusement d'intervenir. François, on est en train de réaliser, là, peut-être sans s'en rendre compte, l'émission la plus flippante d'Internet là, de cet été. Mais en même temps, je rigole, mais enfin, c'est pas très drôle. Non, mais on rit jaune, mais bon, attends, le rire, c'est quand même tout ce qui nous reste, quoi. Oui, c'est ça, pour survivre. Non, mais je veux dire,
je suis quelqu'un de raisonnable, toi aussi. On n'est pas du tout, Oui, c'est pas des bien sûr. propos et des questions que je te pose à la légère. Enfin, ce que tu dis là repose sur une longue expérience, sur des travaux de recherche, tu es quelqu'un de reconnu. Enfin, moi, j'ai entièrement confiance parce que je t'ai lu, en tes diagnostics et tout ça. Donc, même si d'ailleurs, à mon sens, tu es trop méconnu en France par rapport à ton voisin de Toulouse, qui est Jean Tirole, Ouais. qui est prix Nobel d'économie, etc. Mais d'ailleurs, une petite parenthèse sur lui, est-ce que lui, on peut dire que c'est un économiste libéral et toi, tu es plutôt un économiste marxiste? Est-ce que je suis primaire quand je dis ça? Alors, c'est un économiste, oui, on peut peut-être l'appeler libéral ou néolibéral, si tu Mm. veux, pour rester sur une note politique. Moi, je suis à la fois keynésien, Oui, marxiste et conventionnaliste. C'est-à-dire que je m'inspire de plusieurs sources de travaux. Marx m'a beaucoup influencé, c'est vrai, mais pas seulement. Keynes est un auteur absolument prodigieux sur les questions monétaires. Et puis, je m'intéresse beaucoup aussi aux travaux institutionnalistes, car ils ont apporté beaucoup à mon avis, de richesse à l'analyse mm. économique. On ne reste pas dans des modèles purement théoriques ou mathématiciens avec des approches institutionnalistes. Alors, Voilà, donc quant à Tyrol, je dirais simplement une chose, moi qui m'a marqué ces dernières années, c'est que il n'avait absolument pas prévu la crise de 2007-2008, et même quand elle est survenue en 2008 de façon éclatante, il considérait que c'était une mini-crise. oui, je sais. C'est seulement après qu'il a reconnu, et du reste après aussi, qu'il a estimé qu'il pouvait conseiller nos gouvernants sur la façon de résoudre cette crise. Bon, Oui, c'est un voilà, curieux bon, paradoxe. Mm. oui. Écoute, moi, si j'arrive au pouvoir, je te prendrai toi comme conseiller. Mais t'as déjà fait le job. Et donc, Oui. j'en viens maintenant à ce retour dans le passé, mais qui est un retour vers le futur aussi, qui est ce livre qui s'appelle donc Quand la gauche essayait encore, le récit inédit des nationalisations de 81 et quelques leçons que l'on peut en tirer. Parce que ce qu'il faut que je dise, c'est pour ça que le livre au début m'a un peu décontenancé. Alors, il est très bien écrit en plus, parce que ça se lit comme un journal. Il est très bien écrit tout le long, mais dans la première partie, jusqu'aux solutions, on va dire, c'est le polar de la gauche qui prend le pouvoir en 81 avec la victoire de Mitterrand. Et un jour, on t'appelle, toi l'universitaire, parce que tu as écrit une chronique dans le Monde qui s'appelle Nationaliser avec un point d'interrogation L'interrogation. et où tu poses la question des nationalisations. Et tu dis, bon, ben voilà, maintenant que la gauche est là, il faut nationaliser les assurances, les banques, les grandes sociétés, etc. Enfin, justement, faudra que tu m'expliques ce qu'il faudra nationaliser. Et puis donc, tu y vas et ça se passe pas tout à fait. Enfin, d'abord, tu découvres un monde parce que toi, tu es un universitaire et tu n'es pas un politique. Mais en même temps, comme t'es même pas encarté au Parti socialiste, mais tu es engagé, comme tu l'as dit, tu es un économiste assez visionnaire et tu as des propositions à faire. Et ce qui frappe, c'est ma première question, c'est l'impréparation, enfin c'est ce que tu écris, hein, l'impréparation totale de cette gauche qui arrive au pouvoir, quoi, et qui, dans le programme commun de la gauche, etc., avait prévu, avait énoncé des choses. Et quand il s'agit de les faire concrètement, euh, là, les questions se posent. Et il va y avoir, et c'est ce qui est passionnant dans le livre, j'invite vraiment les gens qui ont un doute à lire ton livre, c'est tout ce débat entre Matignon et le ministère de l'économie, entre un personnage qu'on a complètement oublié qui s'appelle Jean Le Garec, qui était chargé de ces nationalisations, le Premier ministre qui était Pierre Mauroy et Jacques Delors, qui était à l'économie, il y a Fabius qui est là aussi, etc. Et Bérégovoy. Et donc, au-dessus de tout ça, il y a Mitterrand. Et donc, la gauche a dit on va nationaliser, à commencer par la question des banques, parce que tout le polar bancaire, les va-et-vient. Alors,
combien de banques, comment on fait, comment ça va se passer, etc. Et là, on a un petit universitaire, excuse-moi, le petit étant que tu n'as pas un réel pouvoir, et je ne parle pas de ta taille, mais t'es là en permanence, et tu racontes dans ce livre comment ça se passe entre les différents protagonistes. Et on se dit, quand on a lu toute l'histoire, on se dit, merde, on est quand même passé à côté d'une grande chose, quoi. Ouais. Enfin, je sais pas, voilà, je te laisse réagir à mon avant-propos. Bon, mais tu as bien lu cette première partie. Et oui, moi j'ai été un peu stupéfait qu'on fasse appel à moi. Mm. Bon, certes, j'avais écrit cet article dans le journal Le Monde, mais je crois en effet que j'étais le seul universitaire à avoir, à l'époque, essayé de comprendre un peu ce programme commun, participer au débat avant 1981 sur finalement nationaliser pour quoi faire. Il y a eu quand même à cette époque beaucoup d'écrits, beaucoup de discussions, et j'étais frappé de voir à quel point finalement on ne répondait pas trop à cette question. On savait qu'il fallait nationaliser, mais finalement, pourquoi faire? Voilà. Mm. Et dans cet article, je posais assez directement cette question et j'indiquais précisément qu'en fonction de la méthode qu'on allait prendre, on pouvait obtenir des résultats assez diamétralement opposés. Voilà. Donc ça, c'était l'objectif. Et puis, bon, on fait appel à moi en deux étapes que je raconte et je suis embarqué dans cette affaire. Et dans cette affaire, je m'aperçois très vite qu'effectivement, il y a deux lignes politiques. Et que d'une certaine façon, la gauche a raté le coche parce que il y avait, me semble-t-il, une ligne très intéressante qui était la ligne de rupture, en disant, bon, on est dans un système quand même infernal, un système qui, en quelque sorte, soutient des logiques de type capitaliste avec tous les effets pervers que ça peut avoir. On a des entreprises et des banques qui deviennent absolument gigantesques, qui échappent en grande partie dans leur action à toute régulation politique ou citoyenne, puisque c'est effectivement à partir des années 70 qu'on voit ces grandes entreprises émerger, ces grandes banques, ces deux compagnies financières, Suez et Paribas, et la gauche est effarée de voir d'une certaine façon ces grandes puissances émerger face à un pouvoir politique qui devient de plus en plus impuissant par rapport à l'action de ces grands acteurs économiques. Donc il y avait là, sans doute, avec une ligne de rupture, le moyen de reprendre le contrôle, en quelque sorte. Pas simplement reprendre le contrôle économique, mais aussi peut-être reprendre un contrôle social, en démocratisant ces grandes entreprises. C'était fondamentalement, je pense, à l'époque, la ligne de rupture. Et puis de l'autre côté, une ligne que tu as qualifiée de molle, mais que moi j'appelle réformatrice dans... Oui, tu dis les radicaux et les réformatrices, les réformateurs. Oui, voilà, les réformateurs ou les Alors, radicaux. tu peux dire quelques noms peut-être qui Alors, représentait on va dire la gauche radicale et qui représentait la gauche la gauche réformatrice? radicale, elle était finalement, après beaucoup d'hésitations, soutenue par Mauroy, Le Garrec, les ministres communistes, un peu Fabius, mais Fabius a oscillé un peu. Voilà, bon, pour l'essentiel, Chevènement aussi un petit peu, mais Chevènement n'était pas directement partie prenante au dossier des nationalisations. Et puis d'autre côté, la ligne essentiellement Delors, Badinter, Chesson, et puis Rocard également, qui défendaient une ligne aussi évidemment de réforme profonde. Ils étaient d'accord sur le principe des nationalisations, mais plus une ligne qui consistait à accompagner cette économie de marché dans la mondialisation en essayant de prendre les leviers de pouvoir, les leviers économiques principaux pour cet accompagnement. Et donc, d'un côté, on disait, ligne de rupture, il faut nationaliser vraiment tous les grands centres, et il faut aller le plus loin possible, et toutes les grandes banques, et toutes les banques même. Nationaliser le crédit pour inverser complètement la logique du système, justement parce que les banques, elles font du crédit et de la création monétaire,
Et donc, ça, c'est un levier extrêmement puissant. Donc, il faut y aller carrément. Et puis, de l'autre côté, on disait, ah ben non, il suffit de prendre les 3 ou 4 grands centres de décision bancaires ou financières, et puis industrielles, et ça suffit. À ce moment-là, on reprend un contrôle suffisant pour faire l'accompagnement de la mondialisation. Si tu Voilà. veux, je vais te lire parce que tu as 10 lignes, page 87, là, où Ah, le chapitre s'appelle La guerre est déclarée, du 22 août au 23 septembre 81, et tu ouais. écris: La période que je vais maintenant aborder est exceptionnelle, puisqu'elle correspond au moment où le gouvernement prendrait enfin, de façon définitive, position sur les sujets qui taraudaient la gauche depuis près d'une dizaine d'années. L'affrontement fut rude, intense. Néanmoins, il restera très largement ignoré de l'opinion publique. Visiblement, les déchirements internes du gouvernement ne devaient pas enrayer par leur révélation un processus tellement attendu. Et en fait, évidemment, moi, je fais partie des gens qui je ne savais pas tout ça. Enfin, Ouais. et à te relire, je me suis dit, d'abord, j'ai l'impression que comment dire, ce clivage entre gauche radicale et gauche réformatrice, on le retrouve aujourd'hui, parce qu'on a Mélenchon, les frondeurs du PS, et en face, on a les centres-gauches, le vieux PS, enfin, etc. On retrouve les enfants des deux camps. Alors, c'est pas le même monde, hein, c'est pas la même économie, c'est pas la même tout ça, mais quand même, il y a des racines communes. Tu es d'accord avec ça? Absolument, oui. Je crois même l'avoir écrit dans cet ouvrage. Je pense que, de nouveau, quand on réfléchit au monde d'après, puisque c'est l'expression consacrée aujourd'hui, il y a ceux qui pensent que la rupture est vraiment nécessaire sur des logiques fondamentales, pas simplement sur peut-être certains aspects plus secondaires. Hein, il faut non seulement rompre avec peut-être ce capitalisme financier et l'économie qui se trouve pas derrière, cette économie capitaliste dont on connaît les ravages finalement aujourd'hui. Donc il y a vraiment ceux qui pensent qu'il faut aller très très loin, et ça peut comporter à la fois des écologistes très radicaux, mais aussi peut-être des hommes de gauche très engagés, hein, tu en as cité, et puis ceux qui disent, bon, bah, attention, il ne s'agit pas complètement de casser la baraque, hein, il faut quand même accompagner ces transformations, elles sont nécessaires, certes, mais naturellement, il faut y aller, je dirais, même si l'urgence est là, il faut y aller quand même pas à pas. Quoi. Il faut pas casser la maison Bah, la et maison, elle brûle, hein, donc voilà. c'est même Alors, plus donc, si tu veux, je pense qu'on retrouve ces lignes de clivage qui étaient déjà donc très fortement mais présentes en 1981. à l'époque, en 81, il y avait quand même l'Union soviétique, il y avait la Chine, le mur n'était pas tombé, etc. Et la grande crainte qu'on peut comprendre avec le recul et sur laquelle tu pourrais peut-être t'expliquer ou m'expliquer, c'est l'idée que la France devienne la soviétisation du pays, quoi. C'est-à-dire qu'un monde de fonctionnaires, étatistes, figés, enfin, etc. Est-ce que c'était ça la, 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 la principale critique qui vous était faite? Est-ce que toi, tu étais inquiet aussi de ça à l'époque? Oui, non, mais à l'époque, on disait, oui, les chars soviétiques sont pas forcément très loin, etc. Enfin, il y avait l'idée que, en effet, cette gauche radicale, avec ces ministres communistes qui faisaient très peur aux Américains, bouleverse effectivement complètement à la fois les logiques économiques, mais aussi les systèmes de représentation hein, qui étaient les nôtres à l'époque. Bon. Euh, je pense que effectivement Mitterrand probablement très vite a compris qu'il ne pouvait pas aller aussi loin que ce qu'il avait pu dire, notamment au congrès de Metz, et puis après pour obtenir le soutien des communistes au second tour. Hein, parce que c'est ça son problème politique à Mitterrand, c'était obtenir le ralliement des communistes au second tour de l'élection présidentielle. Donc, il était d'accord, évidemment, pour nationaliser, pour aller assez loin dans les nationalisations. C'était en quelque sorte la marque de fabrique politique de Mitterrand quand il est arrivé au pouvoir.
Donc ça a duré 1 an et demi, 2 ans. Dès 82, on sent le changement de politique économique, avec surtout la rupture de 83. Voilà, donc. Mais quand même, quand on rentre dans le détail, et c'est ce qui est, Oui, ce que j'ai trouvé passionnant dans la narration que tu fais, c'est-à-dire que quand tu racontes comment Delors, qui est quand même ah, un réformateur, ouais, en tout cas ce que j'appelle la gauche molle, est quand même écarté par Mauroy à un moment donné. On lui dit, Mauroy, quand même, c'est un gros camouflé pour Delors, ouais, il le remplace par Le Garec, et ouais, là, je voudrais que tu t'expliques un peu ça de l'intérieur, parce que commence le tripatouillage sur combien de banques on doit nationaliser, ouais, comment on les nationalise, comment on ouais. indemnise les actionnaires, etc. Et on passe à un moment donné, j'avais noté 191 banques à nationaliser. À la fin, Potentiellement nationalitable, oui. ouais, à la fin, c'est peau de balle puisqu'il en reste plus qu'une trentaine, quoi. C'est alors que Oui, et là c'est comment dire un ravage à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a des ouais, batailles qui sont assez terribles et c'est là à ce moment-là, c'est joué non seulement quand on te lit, moi c'est l'idée qui m'est venue, non seulement l'avenir de la France, mais aussi l'avenir de l'Europe, l'avenir de ouais, si comment dire les radicaux l'avaient emporté, on serait peut-être un peu mieux aujourd'hui, quoi. Enfin, ouais. C'est vrai, je raconte cette histoire notamment de la nationalisation des banques, parce que j'étais en fait auprès de Mauroy et de Le Garec, celui qui tenait le dossier, en quelque sorte. Le dossier technique, mais aussi politique. C'est-à-dire qu'il fallait que je fasse le lien, hein, entre les aspects proprement techniques, c'est-à-dire le nombre de banques, quelles banques, etc., et puis les critères politiques qui pouvaient être mis en avant pour justifier euh, les banques à nationaliser. Donc j'ai suivi le dossier de très près et bon, je raconte les étapes par lesquelles ce dossier est passé pendant ces semaines de préparation du projet de loi. Et manifestement, enfin, moi nous l'avons vécu à Matignon avec Le Garec et Pierre Mauroy, Delors menait une bagarre absolument phénoménale pour contrer l'idée d'une nationalisation importante des banques. Là, ça a été. Je raconte par le menu, tu en ah as oui, parlé. Enfin, c'est-à-dire on voit qu'il est sous influence de des la groupes direction du privés, quoi. Trésor, d'une part, mais plus largement d'un camp réformateur qui a la trouille. Qui Mm. a la trouille. Ils ont la trouille. Et Delors avait rassuré toute la place bancaire en disant, vous ne vous inquiétez pas, moi, en tant que ministre de l'économie, j'ai la tutelle des banques, on va limiter la casse. C'était Mm. ça son discours qu'il avait vis-à-vis des banquiers. Alors, il savait qu'il ne pouvait pas échapper au processus de transfert de propriété, mais voilà, il avait tenu ce discours enfin, Mais à la alors, plupart des banques. excuse-moi François, mais j'aimerais comprendre, parce qu'à un moment donné, enfin, Mitterrand soutient plutôt Mauroy que Oui, Delors, et lui va réussir à inverser la tendance avec Attali, avec d'ailleurs dans le oui. verbatim d'Attali, on retrouve Ah, des traces oui. de tout ça. Qu'est-ce qui s'est joué et pourquoi Mitterrand a fait faux bond à ce moment-là? Oui. Lui-même a C'est eu vrai peur parce qu'au, qu'il. c'est vrai qu'au dernier moment, il y a eu donc plusieurs arbitrages politiques sur ce dossier. Je montre comment progressivement les choses se sont faites sur les banques, mais c'est vrai qu'au tout dernier moment, au lieu de nationaliser plus de 70 banques, on n'en nationalise que 30. Ça, c'est Ouais. le dernier arbitrage. Et c'est sur intervention de l'Élysée, et plus précisément, comme je dis, de Jacques Attali. Mm. Il faut lire le bouquin de Martine Orange sur cette période. Elle a écrit un bouquin très intéressant sur les liens entre Attali et la Banque Lazare. Ouais. Et effectivement, si tu veux, il est clair que Tu le donneras en référence, comme ça le bouquin de oui, elle Martine est dans le Orange. bouquin, hein, la référence. Tu verras quand je parle de cette D'accord. question, Mm. la référence à l'ouvrage est dedans.
Euh, donc, c'est vrai qu'il y a eu un coup de fil de Jacques Attali à Jean Le Garrec pour dire arbitrage de Mitterrand, arbitrage du président de la République, le seuil des nationalisations n'est plus de temps, c'est-à-dire à l'époque 500 millions, mais de 1 1 milliard. milliard. Et entre 500 millions et 1 milliard, il y avait notamment la Banque Lazare. Bon, donc la Banque Lazare a échappé à la nationalisation, parce que Le Garrec m'a tout de suite posé la question, mais finalement, pourquoi ce seuil de 1 milliard, puisqu'il n'en avait pas été question jusqu'à présent? Et moi, tout de suite, sur le moment, je regarde et je vois qu'il y a une banque phare, en quelque sorte, parce que c'est une banque internationale à réseau très connu. Je vois qu'il y a la Banque Lazare à 800 millions, un peu plus de 800 millions. Je dis, écoute, peut-être une des explications tient au fait que Mitterrand, Attali, mais là, moi, je n'ai pas d'explication. Il faut lire encore une fois le bouquin de Martine Orange, peut-être pour être davantage persuadé qu'il y avait peut-être là une raison qui faisait que la Banque Lazare ne pouvait pas être nationalisée. Bref, l'arbitrage final a été de 1 milliard. Il y avait Rothschild aussi dans les. Mais c'était Alors, plus petit, non, Rothschild ou... Rothschild, que je ne dise pas de bêtises, n'a pas été nationalisé. Non, non, mais je sais qu'ils n'ont pas été nationalisés, mais je me demandais si en 80 ils étaient aussi puissants qu'ils Alors, étaient c'était aussi aujourd'hui. une banque internationale, une banque de réseau, mais moins puissante en quelque sorte que la Alors, banque Lazare. qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça change ou qu'est-ce que ça aurait changé si, au lieu d'avoir une trentaine de banques nationalisées, on en avait eu enfin, tout le système bancaire français? D'abord, encore une fois, c'était la question par derrière, c'était de savoir pourquoi faire. Euh, Plus tu nationalises, plus ensuite tu pouvais penser que les entreprises en question auraient été démocratisées, puisque à l'époque, et dès le programme commun, on liait nationalisation et démocratisation. Le fait de démocratiser des banques aurait pu avoir un effet considérable, puisqu'à ce moment-là, la décision d'affecter des fonds, la décision du crédit aux ménages et aux entreprises aurait été en quelque sorte démocratisée. Ça aurait été presque une décision citoyenne. À ce moment-là, on change fondamentalement les logiques du système économique. Mm. Donc, à l'époque, on disait on nationalise et ensuite on fera une loi de démocratisation. Donc, dans la première étape, l'idée c'était de dire peut-être pour les partisans de la rupture, c'est vrai que mon cœur penchait plutôt de ce côté-là, très clairement. L'idée, c'est plus on nationalise, plus on va pouvoir démocratiser, plus on va pouvoir changer les logiques fondamentales du système. Or, la loi de démocratisation, qui est intervenue beaucoup plus tard, malheureusement, n'a pas été vraiment une loi de démocratisation. Donc là aussi, c'est une forme d'échec pour la gauche que de ne pas avoir été très loin dans cette loi de démocratisation. C'est là où on a commencé à perdre quoi, la machine. Je dis on parce que je me Ouais. sens un peu à gauche. Et c'est là où Mitterrand sort la rigueur. Quoi. C'est-à-dire que la rigueur, ça sonne le glas de la gauche et ça Ouais. sonne l'avènement du néolibéralisme, un peu, non? C'est la, Ça renforce le néolibéralisme déjà ambiant enfin, qui l'avènement, la existait par naissance. Ouais. ailleurs. Mm. Voilà, mais Faut on dire qu'à fait entrer la l'époque, France de plein pied dans le néolibéralisme, oui. à l'époque, il y a Thatcher, non? Oui, il y a déjà Angleterre, il y a Thatcher et Reagan. Reagan. Ah oui, ils sont déjà en place en 80. Donc on peut imaginer que l'influence internationale a joué aussi dans l'arbitrage de Mitterrand, forcément. Certainement, et ça a joué sur Delors et sur Rocard, certainement aussi. Alors, à un moment donné, j'ai lu, je ne sais pas si j'ai noté, parce que tu vois, j'ai pris beaucoup de notes, hein, je suis sérieux, et j'ai noté qu'il y avait une loi. J'aimerais que tu m'expliques ça, parce que est-ce qu'elle existe toujours? Est-ce que c'est possible? Une loi d'expropriation au nom de l'intérêt général? Oui, oui, bien sûr. Mais ça marche comment ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un État pourrait faire la même chose. Enfin, on Ah pourrait. ben, enfin, en France en tous les cas, mais ça, c'est dans la Constitution, dans le préambule de la Constitution. C'est-à-dire que oui, tu peux nationaliser et donc exproprier au nom de l'intérêt général.
c'est tout à fait possible. Alors, L'État a cette prérogative possible. Oui, oui, alors, c'est tout à fait possible. alors, j'ai deux questions à te poser. Comment, si on exproprie, est-ce qu'on est obligé constitutionnellement d'indemniser les actionnaires ou les gens qu'on exproprie? Et la deuxième question qui est subsidiaire, enfin qui est liée et complémentaire, c'est exproprier. Est-ce que ça veut dire qu'on capte à 100% ou est-ce que ça veut dire qu'on capte à 51%, quoi? Et Ah, quelle est la meilleure je solution? vois, je vois tes questions. Bon, alors, quand on exproprie, bien sûr, la Constitution prévoit qu'il faut indemniser, ça c'est tout à fait clair. Alors, comment on indemnise, sur quels critères on indemnise, là aussi, on retrouve un débat politique qui a opposé les radicaux aux réformateurs. Bon, ça c'est première chose. La deuxième chose, non, on n'exproprie pas à 51%. Ça n'existe pas. C'est pas une formule qui existe. On prend le contrôle à 51%. C'est-à-dire que comme les entreprises ou les banques sont des sociétés de capitaux, avec des actionnaires, donc avec des actions, lorsqu'on veut prendre 51%, on prend 51% des actions qui forment le capital de ces sociétés. Bon, c'est ça que ça veut dire. Et alors, c'est drôle que tu me poses cette question parce que, effectivement, dans mon ouvrage, j'ai eu beaucoup de réactions sur un passage de mon livre qui consiste à démontrer que nationaliser à 100%, c'est-à-dire par expropriation, ça coûte moins cher Ouais. que de prendre le contrôle à 51% des entreprises. Et tu peux Tu me suis? expliquer? Oui, bien sûr. Alors, je peux expliquer, mais à l'époque, j'ai été effaré de voir que, bon, moi j'avais fait des notes sur le sujet avec une copine du reste, à Pierre Mauroy, et je pense que ça t'est même remonté à Mitterrand, pour expliquer clairement que faire du 100%, c'était tout bonus pour les finances publiques, plutôt que de prendre 51% du capital des sociétés. La ligne molle, que tu appelles molle, celle des réformateurs, eux se battaient sur la ligne 51%, croyant que prendre 51% de l'entreprise, ça coûtait moins cher que de prendre 100% du capital. Bon. Et j'ai eu l'occasion, il y a quelques jours seulement, de discuter avec Lionel Jospin, qui a lu mon ouvrage et qui voulait en parler avec moi. Il était à l'époque premier secrétaire du Parti socialiste, il voyait Mitterrand toutes les semaines en 1981 comme premier secrétaire. Bon. Et on discute ensemble et il me dit, François, on se tutoie parce qu'on se connaît bien, j'ai découvert, à propos, en lisant ton ouvrage, que 51%, ça coûtait plus cher que 100%. Il était sidéré et il dit, mais tu aurais dû faire connaître cet argumentaire beaucoup plus tôt. Et tu connais Christian Chavagneux? Oui, très bien. D'Alternative Éco. Lui aussi, il a découvert que. Mais tu peux expliquer pourquoi Alors, des oui, mais c'est chiffres un peu rapidement? technique, moi je vais le faire, mais grosso modo, je vais te donner la ligne générale. Quand tu prends 100%, tu expropries. Et donc, tu indemnises à hauteur de 100% selon des critères qui peuvent être variés et qui ont fait Multicritères l'objet ou de. boursiers. Bon, voilà. Bon, ça c'est clair. Quand tu veux prendre 51%, tu t'adresses à des sociétés de capitaux qui ont une assemblée générale, des actionnaires, et si c'est toi, l'État, qui veut prendre 51% du capital, tu t'adresses à cette assemblée générale extraordinaire des actionnaires parce que tu leur dis, écoutez, voilà, je veux prendre la majorité de votre capital. Comment peut-on faire? Ben, la seule façon de faire, c'est pas de faire du ramassage en bourse, parce que faire du ramassage en bourse, prendre 51% du capital, tu vas faire monter le cours boursier à des sommets, ça va te coûter horriblement cher. Et puis tout le monde va savoir que tu vas prendre 51% du capital, puisque c'est dans ton programme. Donc tu vas acheter des actions, et puis tu vas attendre que ça monte pour ensuite les revendre à l'État. Donc le ramassage en bourse, c'est pas possible. Donc tu t'adresses en effet à l'Assemblée générale des actionnaires, et tu leur dis, écoutez, la seule façon de procéder pour que ce soit clair, c'est par augmentation du capital. Et donc, on va doubler votre capital pour que moi, j'en ai la moitié, plus exactement 51%. Mais je Donc, tu comprends. doubles le capital, c'est-à-dire qu'il faut estimer la valeur de l'entreprise, la valeur de ce capital. Et donc, en fait, tu vas
racheter la valeur de l'entreprise. Et en plus, il va falloir se mettre d'accord sur le prix des actions. Mais il est évident qu'à ce moment-là, les actionnaires, ils vont faire monter les enchères un maximum dans, dans cette augmentation de capital. Donc, au total, et on l'a vu sur Dassault et d'autres entreprises sur lesquelles Delors ne voulait prendre que 51% de capital, ça a été effroyable sur le plan des finances publiques. Les actionnaires ont fait monter le cours des actions, et puis pour avoir 51%, il faut racheter le double, en quelque sorte. Bon, donc, voilà l'argumentaire très, très simplifié, enfin, je le donne plus en détail dans l'ouvrage, ce qui fait que quand tu veux prendre le contrôle d'une entreprise... Et je comprends. Je pense que les gens ont compris maintenant. Et si tu permets, je voudrais lire un passage qui permet de faire le lien, parce que j'ai encore quelques questions à te poser. C'est page 127, le début de ton prologue. Tu écris « Nous sommes quelques 40 ans après ce qui fut un moment politique hors norme. Le recul du temps permet de mieux entrevoir le caractère tout à fait exceptionnel du momentum qu'ont représenté les nationalisations de 1981. Dans une période où la vague néolibérale commençait à s'afficher dans la plupart des pays développés, voilà qu'un grand pays comme la France, pour changer la logique de son système économique, se lançait dans une vaste opération d'appropriation de capitaux privés. Cela pouvait-il tenir, voire réussir? Le temps qui s'est écoulé depuis a apporté sa réponse. Cette expérimentation ne fut qu'éphémère et s'est révélée un échec, malgré quelques soubresauts très limités. Bon, effectivement, c'est un échec, mais quelle leçon, vu ce qu'on vit en ce moment, on peut tirer de cet échec? Est-ce que tu crois aujourd'hui possible une nationalisation? Imaginons qu'un candidat de gauche, moi je suis quelqu'un d'optimiste, donc je veux pas me résoudre à la perspective Le Pen-Macron. Donc, est-ce que ça te semble souhaitable, envisageable, possible? Comment on pourrait faire? Oui, alors, bon, il y a plusieurs façons de répondre à cette question qui est évidemment très, très importante et en même temps gigantesque. Hein. Premièrement, on pourrait imaginer que si une nouvelle crise financière survient, plusieurs banques systémiques pourraient être rachetées à bon compte, hein, puisque leurs capitaux propres disparaîtraient quasiment, donc on pourrait les racheter pour 1 euro, 1 dollar, 1 yen, pour certaines d'entre elles. On aurait dû faire il y a quelques années avec la Société Générale. Hein. Ah ben, exactement, on aurait pu racheter, effectivement, et même en 2007-2008, hein, les banques avaient perdu en grande partie leurs fonds propres, hein, donc on a préféré leur apporter des capitaux, mais on aurait pu les racheter à ce moment-là. Donc si la gauche, une certaine gauche, arrive au pouvoir, et s'il y a une crise financière qui survient au moment où elle est aux manettes, il ne faudra pas apporter des capitaux ou des prêts à ces banques, il faudra les nationaliser, tout simplement, parce qu'on aura les moyens de le faire sans aucun problème. Bon, ça c'est une première piste. Bon. Deuxième piste, aujourd'hui dans l'état actuel, c'est vrai que ces banques ont encore des fonds propres importants. Donc les racheter, je donne des estimations, les racheter à 100%, les nationaliser, ça coûterait assez cher. Donc, ce n'est pas forcément une piste envisageable dans l'état actuel des choses. Ça peut changer, comme je viens de le dire précédemment. Donc, pour moi, la seule vraie piste, il faut revenir au problème de fond, c'est pourquoi nationaliser? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Est-ce qu'on veut étatiser? Est-ce qu'on veut que ce soit un pouvoir d'État qui gère notre monnaie, même sous contrôle politique, où les risques d'étatisation sont quand même très, très forts? Ou est-ce qu'il ne faut pas changer les logiques de décision à l'intérieur même des banques? Et là, on retrouve la question de la démocratie économique. Oui, c'est ça, je voulais te poser la question. Pour moi, la vraie solution, pour les grandes banques comme pour les entreprises, hein, si on veut changer les logiques de fond de notre système économique, il faut toucher à la décision économique, à la décision du crédit vis-à-vis des ménages et des entreprises. Tu peux expliquer un peu mieux ce que tu appelles démocratie économique, parce que... Oui, alors ça touche
Et tu peux demander à D'abord, ton coq d'arrêter de. T'as un coq là qui aboie là? oui, j'ai Il se une réveille maison assez nouvelle, tard. il y a. Je peux pas lui tordre encore le Non, cou, non, mais mais c'est un coq qui fait la grasse matinée, quoi. Parce que oui, normalement, c'est ça. Mais il y a deux coqs et ils dialoguent ensemble. Tu ah, vois, ok. alors Mais voilà. c'est des gallinacés qui t'appartiennent? Oui, 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 Ah bon, bah, très absolument. bien. Non, J'ai non, un mais c'est drôle. potager et une basse-cour, tu vois, les deux. Ouais, excuse cette question, mais comme je l'entendais. Voilà. Ouais, donc revenons aux choses sérieuses, non, parce que c'est un concept important. Enfin, Mm. tu parles à la fois donc de démocratie économique et aussi tu dis que donc qu'il faut démocratiser le crédit, etc., et qu'il faut instaurer une codétermination à parité entre Mm. apporteurs de capital et apporteurs de force de travail. Donc Ouais. ces deux concepts-là, ils sont assez novateurs. Enfin, aujourd'hui, personne ne dit ça, quoi. Et moi, je suis assez séduit par ça, quoi, par cette Alors, idée. quand tu dis personne ne dit ça, c'est un peu faux, parce qu'en Enfin, en tout France, cas, ils sont pas audibles médiatiquement oui, ou ah voilà, politiquement. nous sommes d'accord. Là, en France, Olivier Favreau Bien est un sûr. de ceux qui, On est c'est un ensemble au économiste. CNNR, tu sais, Olivier. Enfin, on a Ah créé un d'accord, Conseil national de la nouvelle oui, résistance oui, avec Haribé, avec que c'est tu ça. connais peut-être, ouais. Bon, donc tu as déjà certainement entendu parler de cette proposition concernant Bien sûr. la codétermination ou la codécision dans les entreprises. Et donc, ça, c'est une idée, à mon avis, qui est porteuse en ce moment. On en discutait justement avec Favreau, avec Alain Supiot et d'autres. Bien On sûr. forme un petit groupe où on en discute beaucoup de ces questions-là. Et on en a discuté avec certains hommes politiques, et notamment Montebourg, qui reprend, lui, dans sa perspective politique, je ne sais pas trop quelle est celle-là, mais en tous les cas, il est porteur de propositions et il reprend cette idée de codétermination. Donc l'idée consiste pour les entreprises de dire, voilà, on voit bien du reste avec le Covid que quand il n'y a plus de force de travail, il n'y a plus d'activité économique. Ce n'est pas le capital qui fait fonctionner les entreprises tout seul. Mm. Il faut du travail et peut-être aussi du capital. Il faut des apporteurs de fonds dans tous les cas. Bon. Euh, on est dans des économies monétarisées et on a besoin d'avances en ressources financières ou en capital. Enfin bref. Donc il y a au moins deux parties constituantes. Je ne dis pas deux parties prenantes, hein, deux parties constituantes fondamentales dans les entreprises du monde dans lequel nous vivons, c'est à la fois les apporteurs de travail, comme tu l'as dit tout à l'heure, et les apporteurs de ressources financières. Donc, organisons la codécision, la codétermination des décisions dans les entreprises. Alors, bien sûr, surtout les plus grandes, parce que ce sont elles qui ont des effets non seulement économiques, mais sociaux et sociétaux sans doute aussi les plus importants, quitte à élargir ensuite à des moyennes entreprises ou à d'autres entreprises ce système de parité dans la décision. Si tu veux, cette idée, elle n'est pas vraiment nouvelle. Quand on parle de participation des travailleurs dans l'entreprise ou aux décisions de l'entreprise, quand on admet qu'il peut y avoir des salariés dans les conseils d'administration, on est sur une pente qui pourrait amener à ce genre de proposition. Et donc, l'idée d'une parité, elle est, novatrice, c'est vrai, tout à fait essentielle pour changer justement. Alors, Mm. changer quoi? Changer l'organisation de l'activité, puisque c'est les assemblées d'actionnaires qui aujourd'hui décident de l'organisation de l'entreprise. Et donc, c'est seulement eux. Là, si on avait une parité, les choses seraient sans doute assez fondamentalement différentes, et notamment le rapport de subordination pourrait changer de nature. Bien sûr. Et deuxièmement, dans l'affectation des résultats, les résultats n'iraient pas automatiquement aux actionnaires, mais pourraient revenir aussi aux salariés. Donc voilà, là c'est une idée, alors que je développe assez longuement Oui, oui, dans non, le mais c'est détail, toute la fin du dans livre. l'ouvrage. Dis-moi, je voudrais te faire réagir. Alors Oui, attends, vas-y, pardon. il y a quand même autre chose, mais cette idée de codétermination, elle est surtout importante pour les banques. Parce que si tu as de la codécision dans les banques, mais on revient aux discussions précédentes,
la distribution du crédit, elle se fait selon des critères qui peuvent être assez fondamentalement différents de ceux qui sont aujourd'hui les critères des banquiers, Mm. surtout en matière de transition écologique. Il y a des investissements qui deviennent complètement indispensables. Et si tu as des pouvoirs citoyens qui s'affirment dans les banques, je pense que assez fondamentalement, les logiques de financement de l'activité économique pourraient changer. Mm. Non, mais Alors, je t'ai coupé. non, non, c'est moi qui. Je voulais te faire réagir à quelque chose. Finalement, on boucle un peu enfin, on boucle cette boucle-là parce que je pourrais passer des heures à continuer à te poser des questions, mais je trouve que l'échange est riche. Mais je ne sais pas si tu as vu passer cette information selon laquelle le groupe américain Visa, donc les cartes bancaires, veulent la disparition et la fin de la monnaie de papier. Et donc, ils ont mis en place ils vont mettre en place un système pour offrir. Donc, Visa, ça représente, d'après ce que j'ai lu, 70% des cartes bancaires dans le monde. Ils ont mis en place un système selon lequel ils vont offrir à leurs clients, qui sont principalement, enfin, leurs clients qui sont les restaurateurs, les magasins, etc., des primes pour que ces gens refusent la monnaie en liquide. Ça voudrait dire la disparition totale de l'argent liquide à terme. Donc, en France, on est attaché à cet argent, mais beaucoup moins que dans certains pays comme l'Allemagne, etc. Mais devant la force de frappe d'une boîte comme Visa, et puis devant ce qui est quand même la cupidité naturelle des hommes ou leur appât du gain, ce scénario risque d'arriver. Et ça veut dire qu'une boîte américaine privée comme Visa aurait une sorte de contrôle sur tous les échanges financiers du monde. Enfin, il y a une vision absolument orwellienne de la situation. Enfin, est-ce que tu as vu passer cette info? Comment tu Oui. l'analyses et est-ce qu'on peut être inquiet de ça? Oui, alors on peut être inquiet parce qu'il y a aujourd'hui dans le monde une certaine élite qui pense l'avenir du monde en termes de une monnaie mondiale, un impôt mondial, une gouvernance mondiale. Bon. Et la proposition de Visa va évidemment dans ce sens-là. Quand on dit par exemple une monnaie mondiale, alors bon, ça peut recouvrir beaucoup de choses très, très différentes, mais derrière cette idée, il y a aussi l'idée de pouvoir peut-être davantage contrôler les crises financières. À partir du moment où tout est électronique, la proposition de Visa va dans ce sens-là, où tout est numérisé en quelque sorte. Il suffit d'appuyer sur un bouton, en quelque sorte, de la part des responsables politiques, pour bloquer tous les comptes. Tu bloques les comptes pour éviter une panique financière, une panique bancaire. Tu appuies sur le bouton et tu n'as plus accès à tes comptes. Bon. Alors évidemment, si tu as de la monnaie liquide, tu as encore un peu de souplesse pour gérer les ressources qui sont les tiennes. Mais à partir du moment où tout est numérisé, tu vois qu'il y a une certaine facilité pour gérer une crise financière, ses conséquences, bloquer tous les comptes ou accorder la possibilité d'avoir accès à un montant limité de tes dépôts, etc., etc. Donc, voilà le monde orwellien que certains imaginent aujourd'hui. C'est celui-là, c'est finalement la possibilité de mieux contrôler l'espace monétaire et notamment en cas de crise. Alors ça, je crois que sur le fond, il y a probablement une idée de cette nature. Maintenant, les questions monétaires sont des questions, comme tu l'as compris, très, très complexes. Les questions de souveraineté nationale se posent toujours. Tant qu'on a des monnaies différentes, même si tu numérises, il y a quand même des possibilités d'échapper un peu à ce type de projet. Mais la visée est toujours, évidemment, cette visée Le, un peu inquiétante. le patron de Visa a des arguments qui sont assez durs à contrer parce qu'il dit ça ne me dérange pas de proposer
15 000 $ par an aux restaurateurs, aux commerçants qui accepteront ma proposition, quoi. Donc, ça veut dire qu'il peut, enfin, j'en vois peu qui résisteront à l'appât du gain, quoi. C'est là où l'État peut jouer un rôle, mais avec l'État macronien, je vois pas Macron résister à ça non plus, quoi. Donc, ça peut, c'est-à-dire que tous les scénarios les pires qu'on peut envisager peuvent se réaliser dans peu de temps, quoi. Je suis désolé j'aimerais finir sur une note optimiste, qu'on boive un coup tranquille et qu'on se dise bon, allez, on en a encore pour quelques temps, mais j'ai un peu je sais pas. Alors, c'est ma dernière question. Après, on pourra se séparer, mais j'aimerais savoir, toi, ton état d'esprit personnel, c'est-à-dire est-ce que tu es inquiet, comment tu te projettes dans l'avenir, enfin, comment tu as des enfants, j'imagine, des petits-enfants, enfin, comment tu es, quoi, en quelque sorte, compte tenu de tout ce que tu emmagasines comme information. Sur ce secteur-là, j'en emmagasine 3% de ce que tu en emmagasines. Je veux dire, ta capacité d'analyse non pas de prédiction, mais c'est pour ça que j'aimerais savoir où tu en es mentalement par rapport à ça, personnellement. Alors, je pourrais reprendre la réponse à cette question que faisait Nouriel Roubini, qui est l'économiste américain qui avait prédit la crise de 2007-2008 et qui aujourd'hui est très inquiet aussi et qui répond toujours à cette question en disant j'achète des boîtes de conserve. Bon. Là, tu as des poules et des coqs, toi, mais bon. Voilà, donc moi j'ai un potager et des coqs. Enfin, bon, je pourrais répondre ça. Non, c'est vrai que je suis inquiet comme toi, hein, sur l'avenir immédiat. En même temps, c'est vrai qu'il y a quand même des mouvements sociaux puissants qui existent. Aujourd'hui, je crois qu'il faut faire confiance aux mouvements sociaux d'une façon générale. Il y a des mouvements écologiques. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, on peut espérer que quand même l'ère Trump va s'arrêter bientôt. Donc moi, je milite beaucoup pour faire passer d'abord certaines idées, comme celle de démocratie économique, que je partage avec beaucoup d'autres, Oui, je sais. et qu'il faut absolument promouvoir. Donc je crois évidemment dans la force des idées, mais je crois surtout à la force du mouvement social, et davantage à la force du mouvement social. Mais, Donc, alors, excuse-moi, oui. François, c'est un élément complémentaire, mais est-ce que tu ne penses pas finalement, quand tu vois d'ailleurs la répression qu'il y a eu des Gilets jaunes, la violence policière, enfin, ce n'est pas l'objet de notre conversation, mais quand même, tu as vu que malgré la force, la puissance, depuis 3 ans maintenant, et on est dans un combat social depuis que Macron a pris le pouvoir, il y a des luttes comme il n'y en a jamais eu en France, quoi. Et pourtant, le Covid, tout ça, on a l'impression qu'il y a une force d'encaissement qui est terrible de ce gouvernement. Mais est-ce que finalement, la crise systémique qu'on redoute tant, c'est-à-dire une faillite bancaire, est-ce qu'elle n'est pas souhaitable? Est-ce qu'on pourrait, c'est un peu l'an 01 de GB, quoi. Tout s'effondre et on repart. Et ça montrerait que le système est complètement vérolé de l'intérieur et on peut reconstruire sur cette base-là. Je comprends bien ta question. Alors, je ne crois pas qu'on puisse souhaiter vraiment un cataclysme financier. Politiquement, ce n'est pas vendable. Hein, je ne crois pas. Par contre, je crois qu'il faut dire que si cataclysme financier il y a, il faut pouvoir s'en servir, l'instrumentaliser à des fins d'un changement économique et social profond. Je ne crois pas qu'on puisse souhaiter des crises, c'est pas possible politiquement. Mais on sait que ces crises vont arriver, il faut s'y préparer et les instrumentaliser. Voilà, c'est ça plutôt mon sentiment. Ouais, souhaitable, le nom était peut-être un peu mal choisi, mais je vois l'idée, quoi. Enfin, tu comprends, on est un peu près. Il faut se préparer. Il faut voilà. se préparer. Écoute, je vais te laisser te préparer à aller déjeuner. Si tu veux manger un coq, je te donne l'autorisation. Et j'espère te voir physiquement et qu'on reprenne cette conversation que j'espère les gens vont apprécier parce que on a abordé des sujets importants, graves, et je leur conseille vraiment de lire ton livre et de lire pour ceux qui ne le connaissent pas, l'Hydre mondial aussi, qui expliquait bien
la puissance de ces banques systémiques et le danger qui nous guette, quoi. J'aimerais qu'on termine sur une note optimiste, mais j'en vois pas trop, sinon que, écoute, on va continuer à vivre, à rigoler, à s'occuper de son potager et de ses amis et de sa famille, et puis lire des livres et faire avancer nos idées, quoi. Je te remercie vraiment beaucoup et je suis très content de t'avoir vu, et même derrière un écran, et merci pour tes livres et merci pour tout, quoi, voilà. Et j'espère un de ces jours.